bonsoir à toutes, bonsoir Charles. Bonsoir. Voilà, donc nous on se retrouve encore ce soir et moi j'ai invité Charles qui est le trésorier de l'association Aedium, donc qui est médium encyclopédiste et qui va se présenter et qui par la suite va nous parler des sensations. J'ai perdu. Les Des perceptions, capacités les perceptions, et les ex- capacités extrasensorielles. je laisse finir. Voilà. Donc, Charles, je vais te laisser te présenter. Ah, je t'entends plus. Attends, tu es plus. Médium de Attends. Ah si, je suis là Ah pourtant. bah, vas-y, c'est bon. Non, C'était moi non, alors. ouais, c'est possible, hein. Oui. Je suis tellement partout qu'au bout d'un moment, on ne te voit plus nulle part. Donc, donc, je me présente, Charles Farand, médium, membre de l'association Aidium. J'en suis le trésorier cette année. Ma spécialité, ben, c'est tout ce qui touche au paranormal, à l'ésotérisme, un petit peu aux connaissances ésotériques aussi. C'est un petit peu mon dada et ma croix. On veut trop savoir des choses, on finit par ne plus rien savoir. Et donc ce soir, Bérangère m'a proposé de venir pour vous parler des perceptions extrasensorielles ou capacités extrasensorielles. Essayer de démêler du vrai du faux et d'ouvrir un peu ce sujet, de donner envie aux gens d'en savoir plus et d'aller en chercher davantage. Après, quand on cherche, on trouve de tout. Et le plaisir, c'est de vous donner des petits chemins à suivre et puis de voir vers vous où ils vous mènent, chacun ayant son chemin à suivre. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Charles, les interventions, elles peuvent durer très longtemps. Mais là, comme on lui a donné un sujet bien précis, normalement, ça doit aller. Je sais qu'après, tu me le feras payer, mais c'est pas grave, je voulais le dire. Je sais me tenir. Voilà, c'est aussi une soirée interactive, donc si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours les yeux sur Facebook pour pouvoir poser les questions à Charles. Donc déjà, Charles, tu voudrais commencer par quoi? Par le début des capacités extrasensorielles ou comment ça s'appelle, des expériences sur les capacités extrasensorielles, ça a commencé On va quand? dire ça. Alors, on va parler toujours des mêmes périodes, c'est-à-dire qu'il y a le premier jet qui va se faire dans les années 1890-1930, qui sont ces 50 glorieuses, un petit peu de l'univers de l'ésotérisme à travers Blavatsky et plein d'autres personnages. Et là, principalement, un certain Joseph Bank, qui va créer une université, qui va créer des laboratoires de recherche, qui va créer un magazine de paranormal, le premier reconnu au niveau américain puis mondial. Et voilà, l'objectif étant de mettre en avant ces capacités cognitives, intellectuelles et psychiques que l'humain aurait, en se basant sur une connaissance très très ancienne, hein. Toutes les capacités extrasensorielles sont connues à travers les dieux anciens, à travers des mythes, à travers des contes. Et donc, oui, beaucoup se sont mis à essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner. On va d'abord, pour comprendre de quoi on parle, définir les domaines d'application. Donc, le premier, qui est connu malgré tout, c'est la télépathie. Voilà, ça a été le premier domaine de recherche, la communication à distance. Du moins, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. En réalité, la télépathie était un peu plus complexe que ça. La télékinésie, le fait que l'esprit est capable de déplacer un objet, ça, on va en parler un petit peu aussi. Puis après, des domaines un peu flous qui, avec les New Age, ont été plus ou moins éclatés, séparés, réassemblés, que sont la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, que sont la précognition, la rétrocognition, et toutes ces connaissances un petit peu. Après, ont été rajoutées dans ces 20 dernières années des perceptions comme la télékinésie, mais dans le sens de la radiesthésie. Alors là, le chemin est un peu ardu, on en parlera aussi. Et ensuite, des sujets comme la projection astrale, des choses comme ça, qui personnellement sont plus des sujets de recherche externes et qui ne font pas partie de ces bases-là au départ. Les PES sont connus, on va dire, ont été définis dans les années 1890, 1930, 1950. Et de là, voilà, il y a le noyau dur. Après, le New Age étant passé par là, on va y rajouter des petites touches, on va essayer de trouver d'autres astuces. Le but étant, à un moment donné, d'essayer de définir quels sont réellement les PES, à quoi elles servent, mais surtout prouver leur existence. Ça a été le combat de beaucoup d'hommes et de femmes sur ces 2 derniers siècles, à travers des expériences plus ou moins scientifiques, à travers des essais plus ou moins scientifiques, à travers des vérités, des mensonges, des contre-cultures. Voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Et quand on s'y intéresse, c'est intéressant parce que dans
Il y a à travers les capacités que certains peuvent développer, vrai, pas vrai, probable, pas probable, prouvable ou pas prouvable, on est toujours dans ces univers-là, on se pose beaucoup de questions de savoir qu'est-ce qu'on peut réellement. Alors, est-ce qu'on est dans le domaine de la croyance ou est-ce qu'on est dans le domaine d'un domaine scientifique? Voilà. Donc, on est là pour parler de tout ça ce soir. Est-ce que j'ai bien apporté le sujet? C'est très bien, ouais, c'est très intéressant. On a envie d'en savoir plus, hein. Donc, on commence par quoi, du coup? Bon, on va commencer par Joseph Banks, qui est quand même le personnage central, on va dire aujourd'hui. Il est mort en 1980, il est né dans les années 30, 25-30, donc c'est quelqu'un qui a vécu longtemps. C'est quelqu'un qui a fait de l'art. Au départ, c'est un docteur en botanique, mais il se rend compte que les herbes, les plantes réagissent à certains comportements de l'humain face à elles. Donc il se dit, il y a peut-être un échange d'énergie, un échange de communication. Donc de là, bah, il va se mettre à enquêter un petit peu sur les effets avec lui d'autres, hein. Lui, il va lancer des idées, il va écrire des livres là-dessus, va commencer, mais il va attirer à lui énormément de gens. Mais c'est des recherches qui ont déjà été faites par d'autres avant lui. C'est pas un terrain inconnu. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ça. Il va écrire un premier livre sur tout ce qui est un petit peu capacité du cerveau qu'il va envoyer dédicacé à son ami Jung en Suisse, Carl Jung, avec qui il va avoir une correspondance toute sa vie, et sur lequel un va apporter un esprit critique de psychiatre, Carl Jung, sur des domaines très pointus sur lesquels il pense, je parle de Banks, être allé. Alors, la critique va se faire sur le fait que les études de Banks, qui sont très définies, très étudiées, il va utiliser des 500 à 700 personnes dans certains projets d'études pour avoir des statistiques le mieux fondées possible. Il va être reconnu dans le sens un petit peu américain du côté le scientifique qui essaie de prouver les choses, mais en même temps, ben, on sait toujours quand on essaie de prouver quelque chose, mais que ça ne va pas dans le sens de l'histoire et des gens de l'intelligentsia générale, c'est qu'on se fait descendre et lui va s'affronter beaucoup, surtout aux États-Unis, avec une intelligentsia qui va beaucoup le saborder. En Europe, chaque fois qu'il vient en voyage, il est accueilli comme un messie, c'est vraiment quelqu'un. Et les new Agers des années 70 vont faire de lui une sorte de, pas de déité, mais de quelqu'un sur qui ils vont se reposer pour justifier ce qu'ils vont faire et même des conneries qu'ils vont aller raconter en disant oui, mais lui, il en a parlé, donc s'il en a parlé, non, il faut savoir que lui a parlé de beaucoup de choses, mais il n'a pas essayé forcément de prouver les capacités, il a seulement essayé de montrer que les gens avaient des capacités. C'est pas parce qu'il les avait qu'ils savaient s'en servir, c'est pas parce qu'il les avait que c'était forcément quelque chose que tout le monde allait se servir, mais que beaucoup de gens avaient des capacités, pas tous les mêmes, mais qu'elles partaient par notre cerveau, il ne savait pas trop comment. Le comment, il n'est jamais réussi à le prouver. Pour lui, ce n'était que des hypothèses de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui une théorie. Une théorie n'est pas quelque chose de prouvé, c'est quelque chose qu'on avance en attendant que quelque chose de mieux vienne le remplacer. Et Banks a écrit énormément de théories sur ces domaines-là. Il a commencé par la télékinésie, c'est-à-dire le fait de déplacer des objets, parce que les années 30, c'est les années un petit peu des grandes affaires de poltergeist dans des villes comme New York, c'est les grandes concentrations de population, on est après le choc économique de 29, donc les gens ont peur de beaucoup de choses et souvent alors le racisme est une forme de sortir sa peur, mais aux États-Unis à ce moment-là, bizarrement, la peur est passée par le côté psychique et fantomatique. Les fantômes sont partout, ils font du mal, ils veulent détruire, ils sont dans les maisons. Et donc, Banks s'est mis à travailler avec tous ces gens de l'époque qui travaillaient. Il côtoiera les époux Warren à un moment donné de sa vie, parce que justement, eux font des enquêtes dans les maisons. Et que Banks, il se voulait comme un journaliste. C'est-à-dire, il recevait toutes ces enquêtes, toutes ces histoires, il les écrivait, il faisait des recoupements avec des histoires similaires, il essayait de prouver que la statistique pouvait prouver que comme il y en avait beaucoup, forcément, il y avait un fond de vérité. Toutes n'étaient pas forcément vraies, mais que comme il était difficile de savoir laquelle était vraie, laquelle était fausse, ben, il fallait travailler sur tout ça. Et l'ésotérisme actuel, celui qui s'est développé avec le New Age, est parti de toutes ces recherches-là, partant du principe que tout était vrai, et donc on va créer du New Age quel que soit le domaine. Il y en a certains que je pourrais critiquer ici, taper à boulet blanc, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler des 5 branches sur lesquelles il a le plus travaillé pour essayer de donner une perspective. Et pour ceux qui ont vu le film Ghostbusters, le premier, vous avez la scène au début du film où ce scientifique a 2 étudiants devant lui et avec des charges électriques, il va essayer de leur faire lire des cartes zénaires. Les cartes zénaires sont ces cartes sur lesquelles vous avez des serpentins, vous avez des cercles, une étoile, un carré. Et voilà, il y a 5 symboles et on essaie de faire de la télépathie entre celui qui tire la carte et celui qui doit la deviner.
C'est les premiers exercices, donc il va leur mettre des décharges électriques. À un moment donné, le gars, il prend une décharge à chaque fois et de plus en plus forte. À la fin, chaque fois qu'il dit une carte, elle est bonne, mais l'autre, pour le punir, continue à lui mettre de l'électricité. Ben, cet exercice-là, il faut dire que Banks l'a utilisé et qu'effectivement, sous stress, sous pression et sous douleur, les gens développent énormément de pressentiments et d'instincts. Alors que ce soit dans la télépathie ou dans la divination, parce que qu'est-ce qui permet de lire la carte que l'autre a vue? Est-ce que c'est le fait de communiquer avec lui ou est-ce qu'il y a une sorte de prévoyance de la carte? Est-ce que c'est la carte qu'on a vue ou c'est son esprit qu'on a lu? Banks va écrire sur ça et d'ailleurs Jung va beaucoup l'amener, où tous les deux vont partir et Freud va même se mêler de cette conversation-là, parce qu'à un moment donné, c'est la fameuse question de le pourquoi. On a les deux bouts du système, mais entre les deux, qu'est-ce qui fait le lien? Est-ce que c'est l'esprit qui est capable de lire dans l'autre esprit ou est-ce que l'esprit, lui, est capable de juste percevoir un objet à travers l'objet. La carte, bon, ok, elle a une face, mais elle en a une deuxième, et notre cerveau, c'est déjà la deuxième, alors qu'il ne voit que le derrière. Alors, pour aller contre Banks et pour justifier certains, on va dire, magiciens modernes qui pourraient aussi trouver des astuces, on sait par exemple que un bon mentaliste est capable de détecter certaines choses. Alors, on va dire que selon où se trouve l'empreinte digitale sur une carte, on sait à peu près quelle carte a été utilisée. Quand on fait de la bioanalyse de la, d'un objet ou de quelque chose, on peut trouver des astuces qui peuvent permettre de dire, tiens, l'autre a touché cette carte ou cette photo avec le doigt. Donc, on sait. Dans la télékinésie, ce qui intéressait Bank, c'est que c'était la seule où il fallait déplacer un objet sans le toucher. Et là, il ne pouvait pas y avoir de triche. Donc, il a commencé ses expériences par ce domaine-là. Il s'est dit, je vais poser un objet au milieu d'une pièce, je vais mettre des gens assis tout autour, et ils vont essayer de bouger l'objet. Je me fous de savoir qui va le bouger. Je veux juste savoir si l'objet peut bouger, si l'un d'entre eux, si plusieurs d'entre eux, si ça crée un égrégore, c'est-à-dire une masse d'énergie. Et donc, il va comme ça, il va mettre des objets, mais très légers. Hein. Ça va être un ballon gonflé posé au milieu de la pièce. Alors là, on va lui dire qu'il y a des gens qui ont pu souffler de loin, effectivement, ça va le bouger. Ça va être un capuchon de crayon, ça va être un bout ce qu'on appelait à l'époque les mines, puisqu'il y avait les critériums, donc il y avait des mines posées au sol. Donc c'était des objets hyper légers parce que malgré tout, il voulait que ces expériences se fassent vite. Hein. Il ne voulait pas attendre et filmer un objet qui mettait 3 jours à se déplacer de 1 centimètre. Donc il a essayé de faire ça. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, certains objets pouvaient bouger. Et il s'est surtout rendu compte que ces objets bougeaient d'autant plus que les personnes présentes étaient jeunes. Donc il en a fait une déduction qui, pendant très longtemps, a été mise en avant, mais est-ce qu'elle était vraie ou pas? C'est que la télékinésie, ben, elle est plus facile quand on a entre 7 et 20 ans que quand on a moins de 7 ans et plus de 20 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ben, beaucoup se sont mis à enquêter sur les phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire ces objets qui volaient dans les maisons, des coups frappés dans les murs. Et dans ces enquêtes, Banks s'est rendu compte que plus il a rassemblé d'informations, et souvent il y avait des ados à problème qui habitaient dans ces maisons ou pas loin. L'étage au-dessus, l'étage en dessous, la maison d'à côté, ou la même maison. Et donc Banks s'est commencé à enquêter sur ça. Là, évidemment, Jung lui a servi de quelque chose parce qu'il a demandé à Jung comment un adolescent en colère ou en stress pourrait provoquer. Et Jung est parti sur les discussions qu'il a eues avec Freud, avec l'inconscient, avec la douleur, avec ce qu'on a en nous. Alors, c'est vrai que ça a donné. Il y a des tonnes et des tonnes de lectures à faire sur ces domaines-là. Et quelqu'un qui aujourd'hui parlerait de PES sans utiliser toutes ces recherches et toutes ces analyses-là, il passe à côté de beaucoup de choses. Alors oui, la télékinésie, c'est quelque chose dont on rêve depuis la nuit des temps, hein, les dieux qui font déplacer les objets. Hein. On va tous voir Star Wars avec le gars qui soulève du tonnage rien qu'avec un doigt. Ben là, c'est un peu ça. Donc la télékinésie a été étudiée. On s'est rendu compte qu'il y avait des possibilités de déplacer des objets sans les toucher. On a eu l'époque 75 avec un Israélien, Uri Geller, qui faisait le tour des télévisions du monde, qui, à 1,50 m, faisait se tordre une fourchette sur une table sans qu'il la touche, rien qu'en la regardant. Je connaissais des mecs qui faisaient ça avec des femmes, mais pas avec des fourchettes. Voilà. Oh, Il elle fallait que était tu là. la fasses, ça y est. Ouais, un petit peu quand même. Mais Ouais. je veux dire par là, Uri Geller a été énormément mis sur la sellette. Voilà, c'était de la propagande israélienne. Voilà. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, de toute façon, on va critiquer la personne, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il pourrait être. Il faut savoir que les années 60 à 80 a connu ce qui, pour nous, est quelque chose, aujourd'hui, on passe au travers, ça s'est appelé la guerre froide. Les États-Unis et la Russie étaient en guerre permanente. Les Français, les Anglais, les Allemands se retrouvaient au milieu de ces gens-là et on subissait un petit peu leur gifle à distance. Hein. Il se passait, un pays a été complètement martyrisé, traumatisé et aujourd'hui, il le paye, c'est la Turquie de cette guerre froide. Beaucoup des problématiques hors religieuses viennent de là. Et
il faut savoir que ces 2 pays se sont battus, pas seulement du côté politique, ils se sont battus aussi sur ce qu'on appelait les sciences ésotériques. Il faut savoir que ces 2 pays, quand ils ont battu l'Allemagne en 45, ont récupéré des scientifiques des 2 côtés. Mais l'Allemagne, à cette époque-là, tous ces scientifiques travaillaient sur des domaines très tordus. Hein. Les Allemands, quand on fait les recherches sur les nazis, la première chose qu'ils ont cherché dès 1935, au bout de 2 ans qu'ils étaient au pouvoir, ça a été tout ce qui était magique. Ils cherchaient la lance de l'Angélus, ils cherchaient le Graal, ils ont retourné la terre entière partout où ils ont pu pour essayer de trouver des objets magiques qui allaient leur donner un pouvoir surnaturel. Et tous les scientifiques qui ont travaillé sur ça, manque de bol pour nous, c'était des scientifiques qui étaient aussi très reconnus pour d'autres sujets. Donc, quand on a un Allemand qui se retrouve à la tête de la NASA pour fabriquer les fusées, parce que c'était lui spécialiste des fusées, mais à côté de ça, c'était aussi le spécialiste du déplacement quantique, c'est-à-dire le fait de déplacer un objet dans le temps ou dans l'espace, ou de créer une sorte de trou de verre. Il a travaillé sur tout ça avec les nazis. Les Américains ont récupéré les scientifiques et les Russes ont récupéré les documents. Donc, après, ils sont partis en guerre les uns contre les autres. Mais pour discréditer le travail que l'un et l'autre faisaient, on s'est retrouvés sur des plateaux télé avec des télékinésistes, des télépathes, des voyants, des médiums. Et ça a été, voilà, on a eu droit pendant 40 ans à un spectacle qui pouvait être intéressant, avec des gens qui parfois pouvaient être très intéressants. On a vu des gens déraper. Moi, j'ai connu un certain personnage, je l'ai connu ici, il habitait du côté de Narbonne, hein, il est né par ici, et c'était un gars qui avait vu des ovnis du côté de Opul-Périos. Donc, c'est pas loin, c'est à côté de chez nous, dans les Pyrénées-Orientales. Hein. C'est un peu perdu, c'est calcaire, et voilà, c'est un endroit isolé, avec un château en ruine, et souvent, à l'époque, dans les années 80, si on voulait croiser tous les perchés du sud de la France, ils étaient sur le plateau de Périos en train d'essayer de voir des ovnis. Et parmi eux, il y avait un personnage qui aujourd'hui s'appelle Raël. Voilà. Et à l'époque, il était journaliste. J'ai vu sa dérive. Au début, il avait vu des ovnis. Ensuite, son histoire, quand il a raconté, il avait vu les ovnis se poser. Après, dans l'histoire, l'ovni se posait, quelqu'un était sorti. Ensuite, il lui a parlé. Ensuite, ils l'ont fait monter dans la soucoupe, ils l'ont embarqué avec lui. Ensuite, il lui a expliqué qu'il y en avait un qui avait couché avec sa mère. Voilà. Son histoire, elle s'est étoffée avec les années. On en a eu d'autres, des comme ça, dans d'autres domaines. Mais lui est assez caractéristique à travers l'ufologie, mais c'est la même chose dans les autres domaines. Et donc, cette guerre entre les 2 camps, avec les ovnis qu'on nous sortait quand il y avait des choses à camoufler, un avion secret qu'on voulait sortir, c'était plus facile de dire que c'était un ovni que de montrer un avion quand il y avait des expériences un peu tordues que faisaient les services secrets américains. Dans les années 50, voilà, il y avait des excuses, ben, c'était les Russes, c'était ceci, c'était cela. Et pourquoi j'en parle de ça? Parce que Banks, dans les années 55, a été recruté par la CIA. Et ouais, quelqu'un qui travaille sur la télépathie, sur la télékinésie, sur étudier comment la voyance peut être améliorée chez quelqu'un ou est-ce que ça existe vraiment, bah forcément que la CIA, ça les intéresse, surtout qu'on sait que les Russes travaillent sur ça. On sait que les Russes essaient de travailler la télépathie pour que les sous-marins soient en contact permanent avec le sol. Donc les Américains vont essayer de faire pareil. Les Français ont essayé aussi avec un programme particulier un peu comique. Hein. Je veux dire, chez nous, ce qui est marrant, c'est que quand on fait un projet, on en parle à la télé. Voilà, on avait déjà des Macron à l'époque, mais qu'il y en avait un qui avait une idée On un va se peu faire tordue. censurer. Arrête, on va se faire censurer. Ah, désolé, désolé, désolé. Je voulais pas dire ça. Non, mais je voulais dire, on avait déjà des politiques qui aimaient bien aller à la télé pour raconter ce qu'ils avaient vu. Pour eux, c'était génial. Donc, voilà, ça c'est pas une nouveauté. Le hic, c'est que aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le travail qui a été fait sur tout ça, c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui naît médium, un peu à mon image, qu'on m'explique ce qu'est la voyance, ça me fait sourire. Je suis né avec. Pour moi, c'est naturel. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que les autres n'étaient pas voyants. Ma problématique, elle a été là. C'est-à-dire que quand je discutais avec quelqu'un sur des événements à venir, sur des choses qui allaient lui arriver, pour moi, je parlais à quelqu'un qui savait. Donc, l'autre, il me regardait avec des grands yeux. Moi, j'ai perdu des amis hein, avec des trucs comme ça. Faut pas rêver. J'ai appris à ne plus en parler. Après, j'ai fait beaucoup d'humour, j'ai sorti beaucoup de conneries. Voilà. Ça permet d'endormir. Il faut être honnête, quand on arrive devant quelqu'un et qu'on parle de sujets comme cela, si l'autre n'est pas préparé, voilà, il y a une histoire de culture, il y a une histoire de vécu, il y a une histoire. Donc c'est difficile. C'est vrai que dans l'association, on essaie quand les gens ont ces capacités-là, ils le savent depuis longtemps et qu'on leur a fait une sorte de chape de plomb pour qu'ils n'y pensent pas ou qu'ils ne s'en occupent pas. Quand on les voit venir vers nous, quelle libération pour eux de dire oui, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers, d'autres ont vécu, on peut en parler aujourd'hui. Mais on pouvait en parler à l'époque, simplement, forcément, on se faisait traiter comme de fous furieux. Quoi. C'était les années. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir qu'entre les 2 guerres mondiales, parler de ça, c'était à la mode. Quelqu'un qui n'était pas capable de parler de voyance, d'esprit, de faire tourner les tables, c'était quelqu'un qui n'était pas reçu dans les cercles connus parisiens. Ou dans les, voilà, pour pouvoir aller dans les soirées, il
fallait parler de ça, être capable de connaître tout ça et avoir vécu tout ça. Donc c'était particulier. La Seconde Guerre mondiale a apporté une sorte de chape de plomb. Enfin, forcément, les nazis se sont intéressés à ça. Donc si eux s'y sont intéressés, c'est pas bien. Sauf qu'ils ont fait ce que faisait tout le monde à l'époque. Et eux, ils se sont donné les moyens, comme un pouvoir. Moi, aujourd'hui, je passerai au pouvoir. Ben forcément, je créerai une unité spéciale qui irait enquêter sur les pouvoirs paranormaux pour voir s'ils existent vraiment. Ben, comme tout le monde rêve qu'un jour un président américain dise ouais, effectivement, on a chopé un ovni à Roswell ou pas. Voilà, mais honnêtement. Donc, il y a toujours ce côté où, mais voilà, à travers ça, on se rend compte aussi qu'il y a toujours un côté mythe et un côté vérité. On voudrait tous qu'en 47, on ait chopé un ovni et que les Américains l'admettent. Mais c'est marrant parce qu'en même temps, au fond de nous, il y a quelque chose qui dit non, c'est pas vrai. S'ils l'avaient vraiment chopé, de toute façon, ils n'auraient pas pu le camoufler. Simplement, où est-ce qu'on les croit ou est-ce qu'on les croit pas. Voilà, c'est toujours pareil. À Roswell, il y a du fou furieux. Je ne sais plus quel était le général américain qui avait dit le meilleur moyen pour qu'une information vraie devienne fausse, c'est de la donner à des gens qui en sont fous furieux. Quelqu'un qui est un fou furieux de religion, on lui donne une vraie information religieuse, il va la crier partout, personne ne croira. C'est comme ça, parce qu'il aura ce côté illuminé. Donc les gars aujourd'hui qui cherchent les ovnis, qui cherchent les trucs, ces gars-là, ils sont, malgré eux, qu'on le veuille ou non, ils se discréditent tout seuls. Parce qu'avant de dire oui, ça existe, essayer d'apporter des arguments qui peuvent le permettre. Oui, ça peut exister. Je ne suis pas contre l'idée. Je veux dire, le nombre de planètes qui existent dans l'univers, forcément que la potentialité et le taux de réussite est possible. Il n'y a pas que chez nous qu'il y a un andouille qui s'est reproduit. Quoi. Voilà, il faut dire ça tout simplement. Mais quand on regarde un petit peu sur tout ce qui touche les PES, c'est-à-dire ces capacités du cerveau, ben on va revenir sur des vérités. La première vérité, tout le monde dit qu'on n'utilise que 10 à 20 de son cerveau. Effectivement, à chaque instant de notre vie, on n'utilise que 10 à 20 de notre cerveau. Sauf qu'on n'utilise pas toujours les 10 à 20 identiques. Donc, quand on fait l'étude complète du cerveau, on utilise 80 à 85 de notre cerveau, réellement, des zones de notre cerveau. Après, le problème, c'est qu'il y a des connexions qui s'effacent, d'autres qui se remettent en marche, qu'on appelle nos neurones, qui vivent, qui naissent, qui meurent. Voilà, je veux dire, le stockage, il est permanent pour certaines choses, mais il y a des infos, si on ne les renouvelle pas, elles s'effacent, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas Alzheimer, c'est comme ça. Donc, contrairement à ce qu'on pense, notre cerveau, on l'utilise à 80-90%, ce qui voudrait dire que si on a des capacités, elles sont déjà là. Donc, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous en servir si on les a? Il faut se poser la question devant un miroir, et de là, on peut voir. Après, je pense que quand je dis je suis médium, enfin, quand je dis je suis voyant, parce que le fait de dire médium, là aussi, on va rentrer dans le détail rapidement. Le fait de dire voyant, ah, je suis voyant, ça veut dire quoi? Que forcément, dès que je croise quelqu'un, je sais toute sa vie, avant, pendant, après? Non. Non, parce que déjà, mon cerveau n'est pas assez grand pour contenir la mienne de vie. Mon ego et mes envies de la vie, donc ça prend déjà beaucoup de place. Hein. Donc, quand je croise quelqu'un, je vais avoir des éléments d'information qui vont me venir. Alors, savoir si c'est son passé, son présent, son futur, 90% des gens que je vais croiser à qui ça va me faire ça, je m'en fous. C'est des gens que je vais croiser à qui je vais juste dire bonjour ou même pas, je vais juste les croiser. Quand quelqu'un vient me voir pour avoir mon avis sur quelque chose, oui, effectivement, je vais me servir de ces informations pour lui dire voilà, il y a ces informations. Est-ce qu'elles te parlent dans ton passé, dans ton présent ou dans ton futur? En général, on résout le problème très vite. Après, pour ce qui va se passer, effectivement, il y en a certains à qui je leur dis ce qui va leur arriver parce qu'ils en ont besoin. Mais il y en a d'autres, ah non, je vais juste me contenter de leur donner des conseils de ce qu'ils devraient faire, pas parce que je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais parce que je n'ai pas envie d'être leur guide, leur Jiminy Cricket, petite sauterelle qui va se poser sur l'épaule et qui, toutes les 5 minutes, va lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On a tous, en tant que voyants, c'est quelques-uns ou quelques-unes qui, dès qu'ils vont affronter quelque chose, c'est-à-dire tous les 2 jours, vous appellent. Et je n'ai pas vu ceci. Et j'ai besoin que tu me donnes une information. Et là, il va m'arriver ça. Et là, voilà. C'est des gens qui, du coup, ne se mettent même plus à penser à qu'est-ce que j'aimerais vivre maintenant. C'est des gens qui se projettent tout le temps sur demain le fait d'être là. Et donc, le PES, ces particularités que nous avons tous, qu'on le veuille ou non, c'est quoi? La télékinésie, c'est la branche la plus compliquée dans le sens où elle est difficile à cerner. Donc, Banks l'a étudié de près et d'autres l'ont étudié après derrière. Le fait de déplacer des objets ou la possibilité de déplacer de l'énergie, on est en train d'approcher ça à travers le quantique. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait, ça veut juste dire qu'à travers ça, on peut l'approcher. C'est le domaine aujourd'hui du trou de verre pour se déplacer dans l'espace, courber l'espace. C'est de la télékinésie. Et pour le moment, ce n'est que de l'idée. C'est-à-dire que notre idée se met à plier l'espace. On imagine qu'on peut le plier. Est-ce qu'on pourra le plier avec des ordinateurs ou est-ce qu'avec juste notre cerveau, on sera capable de le faire?
Ça, l'avenir le dira. Mais voilà, pour la télékinésie, je laisse chacun aller chercher les informations qu'il a besoin. Si, quand vous vous levez le matin, vous déplacez votre réveil sans le toucher, moi, des fois, j'ai cru, parce qu'il a volé tellement loin que j'ai cru que c'était pas moi qui l'avais fait. Mais en général, voilà, il faut savoir la télékinésie, c'est quand même particulier. Oui, tu voulais poser une question. Ouais, la télékinésie, donc du coup, tu le mets par rapport aux soins quantiques? C'est pas aux La, soins soin- quantiques. la La, quantique? téléki- la télékinésie, aujourd'hui, la seule approche qu'on peut en avoir, c'est-à-dire le fait de déplacer un objet sans le toucher, se rapproche de l'idée du quantique. Le quantique fait que quand on intervient sur un espace particulier, cet espace agit ailleurs. Oui. Donc, il suffirait que je déplace mon doigt dans l'espace, mais quelque part ailleurs, ce doigt aura déplacé un peu d'air aussi. C'est ce qu'on a fait. On a appelé ça à un moment donné l'effet papillon. Effet papillon, ouais. Voilà. Mais ça ressemble à ça, la télékinésie. Aujourd'hui, c'est la seule chose aujourd'hui qui se rapproche le plus de la télékinésie, si elle n'est pas vécue de façon particulière. Euh, Après, dans ce qu'on appelle des maisons hantées, on voit des objets se déplacer. Mais est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est quelque chose ou... Voilà, c'est voilà. Là, c'est un autre domaine. On rentre dans autre chose que du PES. C'est pas Quoique on y est aussi, parce qu'il suffit d'enquêter. Si jamais c'était un ado souffroteux, on va dire, qui pourrait être à l'origine de ça, ça peut arriver aussi. Donc, faut rester mesuré. Voilà, c'est un domaine qui est assez particulier. Je laisse ça à ceux qui l'étudient. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des fois trop, mais il y en a. Voilà. Après, le deuxième domaine, donc, c'est la télépathie. Là, c'est plus simple. La télépathie, c'est quelque chose de particulier. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné il n'y a pas très longtemps à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. Quand une mère est loin de ses enfants et quand il arrive quelque chose à un enfant, en général, malgré qu'elle ne sache pas encore ce qui lui est arrivé, il y a une sorte d'alerte en elle qui se met à rouge. Voilà, elle a ressenti quelque chose. Pourtant, elle n'a pas encore l'information, elle ne le sait pas, mais elle a un pressentiment qu'il se passe quelque chose. La télépathie, c'est un peu ça au départ. Ça vient du fait de télé, donc l'espace et le cerveau. Pathie, c'est le ressenti, l'émotion. On ressent une émotion à distance. Donc la base de la télépathie, c'était pas de la communication, c'était de l'émotion, du moins tel que c'était vu par les Grecs, les Romains et les sociétés anciennes. Parce que dans l'ancien temps, on n'aimait pas trop que les gens puissent savoir ce qu'on pensait vraiment. Ce qu'on ressentait, oui, c'est bien. Hein, surtout les gens qui sont un peu timides, qu'on ressente ce que ressentent, voilà. S'approche d'une fille, il espérait surtout que la fille était télépathe pour ressentir qu'il était amoureux, quoi, parce que sinon, il n'arrivait pas à l'exprimer. Mais au niveau des mots, c'est quelque chose de compliqué. C'est un peu comme aujourd'hui avec un programme informatique qui pourrait vous écouter tout le temps, vous enregistrer tout le temps, et que vous ne maîtriseriez pas. Vous habitez à côté de quelqu'un qui sait lire dans votre tête. C'est compliqué. Ça peut arriver. Il faut admettre que des fois, on arrive à entendre l'autre parce que l'autre pense tellement fort qu'on peut l'entendre. Hein. Je veux dire, des fois, dans certaines disputes, dans certains moments un peu intenses, on arrive presque à entendre l'autre ouvrir la bouche alors qu'il ne l'a pas ouverte. Ça peut arriver. Donc, je pense que la télépathie a été étudiée beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que les scientifiques et les militaires s'y sont intéressés. Donc, aujourd'hui, vous avez énormément de livres sur ça. Surtout, alors, je vous conseillerais de trouver des auteurs des années 50, 60, 70 maxi. Au-delà, on part dans des délires un peu sauvages sur la télépathie. On va commencer à vous y introduire beaucoup de choses, beaucoup de romantisme, beaucoup d'énergie. La télépathie n'est pas de l'énergie. C'est un déplacement énergétique, oui, mais qui n'a rien à voir avec l'énergie qu'on utilise pour tout ce qui est soins, fonctionnement. C'est une énergie différente. Alors, est-ce qu'on arrivera un jour à déceler laquelle c'est? Peut-être, je l'espère en tout cas. Mais aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Le taux de réussite pour certains télépathes est de 75 à 80%. Il faut savoir que là où c'est marrant, c'est que quand même, on part du principe que 25% de réussite dans la télépathie, c'est du hasard. Donc déjà, ça me laisse rêveur. Parce qu'imaginez que 25% des choses que je puisse penser puissent être captées par quelqu'un d'autre, et on appelle ça du hasard. Moi, je veux bien. Mais après, le mot hasard, il prend des formulations assez particulières. Sachant que les tests faits, allez, sur 100 personnages qui étaient étudiés en télépathie, 3 ne percevaient absolument rien. Je pense que si mon père était allé le passer, il passait à côté aussi. Pas qu'il était cartésien, mais il n'avait pas forcément envie d'entendre quoi que ce soit non plus. C'était un égoïste formaté, donc c'était comme ça. Mais voilà, dans les tests qui ont été faits par Banks et par bien d'autres, je veux dire, il n'a pas été le seul sur la télépathie. Alors là, vous allez voir, c'est énorme. Mais Banks en particulier, lui, sur ses tests, il s'était rendu compte que 3% des candidats ne fonctionnent pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le participant et le pétricien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le protocole de Ganzfeld. C'est-à-dire qu'il y a la personne
qui émet l'information et la personne qui la perçoit. Donc celui qui émet l'information, il n'a pas de capacité particulière. On lui en demande, on lui en demanderait pas. Voilà. C'est, à ce niveau-là, moi, c'est le seul truc qui m'a posé problème quand j'ai lu un petit peu les protocoles de Ganzfeld, c'est qu'il y a l'émetteur et le récepteur. On part du principe que si le récepteur est puissant, quel que soit l'émetteur, le récepteur reçoit. En gros, c'est un micro espion. Ouais. Voilà. Et pour d'autres, comme Freud, par exemple, qui a aussi étudié la télépathie pour essayer d'aider les autistes et les choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, ok, on parlait de sujets complexes et compliqués que les gens nous riaient au nez certainement, mais ça devait avoir une application concrète. Et pour Freud, par exemple, la télépathie est un moyen de rentrer dans la tête des autistes. Il aurait aimé que ça puisse fonctionner. Il s'est rendu compte que beaucoup d'autistes étaient capables d'anticiper aussi ce côté un petit peu particulier. Et Banks, lui, a découvert qu'avec de la souffrance, ben, la télépathie se développait pas mal. Donc, mais bon, voilà. Est-ce que lui était télépathe et du coup, mais bon, il changeait aussi beaucoup les émetteurs. Il faisait tourner les émetteurs et voilà, il y a une époque où il faisait, alors, 100 personnes étaient émetteurs, 100 personnes récepteurs. Donc, il faisait passer, il faisait interchanger. Une fois qu'il avait fait ça, il prenait les gens qui étaient persuadés de ne pas être des percepteurs pour les mettre en émetteurs et mettre d'autres récepteurs en face. Et il s'est rendu compte petit à petit qu'effectivement, ça marchait mieux quand les deux étaient capables d'être de bons récepteurs. Donc après, ce qu'il faisait, il fait son, on va dire son école, je ne sais pas trop comment appeler son centre, qui était aux États-Unis, ont inventé le caisson. Un caisson fermé, c'est-à-dire un caisson où la personne avait de l'eau jusqu'au cou, assise, avec deux balles de ping-pong, fait une balle de ping-pong coupée en deux posée sur les yeux, de façon à ce que tout soit homogène, un casque sur les oreilles avec un bruit blanc, c'est-à-dire un alors certains diront waouh, ils avaient du home. Non, ce n'était pas du home, c'était vraiment une vibration hertzienne. Il n'y a pas de vibration hertzienne particulière, mais c'était un moyen de mettre un son suffisamment présent pour que la personne rentre dans une sorte de phase hypnotique, mais surtout qu'il n'entende pas ce qui se passe autour. Voilà. Donc, il mettait ce bol dans cette pièce, loin de tout, ça se passait bien. Et donc, là, comme ça, il essayait de percevoir. Donc, au début, on mettait 4 photos. Euh, donc, il y avait une chance sur 4, donc 25%. C'était le hasard. Voilà. Si on partait sur ce principe-là. Maintenant, puisqu'on faisait 4 tests, la première fois, il testait un jeu de 4 photos, donc il en choisissait une, un deuxième jeu de 4 photos, il en choisissait une, troisième jeu et un quatrième jeu. Si sur ces 4 jeux, il trouvait une réponse juste, c'était le hasard. Il y en avait deux, il y avait du potentiel. Lequel? L'émetteur ou le récepteur, on ne sait pas. S'il y en avait 3, alors là, on était vraiment dans quelque chose d'exceptionnel. Les résultats étaient magnifiques et magiques. Et s'il y avait 4, alors là, les deux gars, c'était des télépathes nés. Il fallait se méfier de ce qu'on pensait. Ils risquaient de lire dans notre pensée. Mais en même temps, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que ces recherches-là étaient sympathiques, enfin, du moins pour le grand public. Après, pour l'armée, c'est d'autres choses. Les enquêtes et les recherches sont allées beaucoup plus loin. Mais on sait aujourd'hui que les micro-espions d'aujourd'hui sont pratiques parce que ça évite d'utiliser les cerveaux des gens pour aller faire les mêmes choses. Mais on continue. Certains services secrets continuent à utiliser ce qu'on appelle des télépathes, le mot actuel un petit peu de... Ah, ça y est, ça m'échappait. Le, le voyant un petit peu capable de lire dans la pensée un peu magicienne. Ah, Bérangère, tu pourrais m'aider pour une fois. Ah non, mais là, je suis plus là. Mais Ah, c'est quoi? Sur le chat? Non. non, c'est les fameux magiciens qui passent à la télé, qui lisent dans la pensée des gens, comment on appelle ça? Ah, Euh, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, c'est pas ouais. grave. On va pas s'arrêter sur un seul mot. Donc voilà, pour la télépathie, là, c'est pareil, vous allez avoir énormément de choses. Et puis après, on rentre dans un domaine qui est complexe, mais qui ne l'est pas forcément. C'est ce qu'on appelle le domaine du médium. Voilà. C'est quoi un médium? Le mot à la base veut dire un moyen de. C'est un intermédiaire. Alors, un intermédiaire de quoi? Moi, pendant longtemps, je me suis posé la question, pourquoi je me déclarais médium avant même de me déclarer voyant? Parce que je me suis rendu compte que tous les humains sont médiums. On est né avec une capacité d'être en échange avec les autres. Alors, on mettra dans ce terme de médium tout ce qu'on veut. C'est tout ce qui n'est pas connu. Alors, dire oui, mais on parle de pseudoscience. Oui, l'alchimie, pendant longtemps, était une pseudoscience. Aujourd'hui, ça s'appelle la chimie, ça s'appelle la biologie, ça s'appelle l'électrochimie. Et toutes ces sciences qui sont reconnues aujourd'hui, à l'époque, étaient des pseudosciences. Aujourd'hui, la pseudoscience, c'est la médiumnité. Alors, le terme de médiumnité, je ne le prends pas ici dans le sens de vouloir communiquer forcément avec les défunts.
le fait de communiquer avec autre chose que la vie, forcément, ça fait partie de la médiumnité, puisqu'on est dans le cadre d'un échange et d'un moyen d'utiliser notre énergie pour discuter. Mais on peut discuter avec des animaux, on peut discuter avec des plantes, mais discuter non pas dans le sens mot. Mais tout à l'heure, je vous ai dit un mot important, c'était l'empathie et la communication d'émotions. Et la base du médium, c'est l'émotion. Quand je veux aider, quand quelqu'un s'approche de moi et qu'il est malheureux, je me sens obligé de l'aider, je ne sais pas pourquoi. Pas parce que je suis empathique nécessairement, mais parce qu'au fond de moi, il y a une voix qui dit: «Tu es capable de l'aider». Bon, pas tout le monde et surtout pas ceux qui se mettent tout seuls tout le temps dans des soucis. Ça, c'est leur problème. En général, ça leur va bien, c'est leur façon de vivre. Mais quelqu'un qui est en train de traverser un moment compliqué alors qu'il n'avait pas prévu de le traverser, c'est toujours bien de lui prendre la main et de l'aider à traverser. On ne va pas traverser à sa place, ça n'arrivera jamais, il ne faut surtout pas, même si certains essayent parce que il y a un côté rentable des fois à faire les choses à la place des autres, mais c'est pas le but. On n'est pas là on est là pour aider. Et les médiums, quels qu'ils soient, sont là pour aider. Après, on n'est pas tous avec les mêmes capacités, donc on n'aidera pas tous de la même manière. 80% des soignants aujourd'hui sont des gens qui ont des capacités médiumniques, c'est-à-dire qu'ils ont un ressenti médical avant même que la personne s'approche d'eux. Ils savent que la personne ne va pas bien, ils savent déjà vers quoi aller, ils ne savent même pas pourquoi. Une infirmière qui reçoit un patient, 9 fois sur 10, elle sait déjà au premier contact la type de pathologie qu'elle va ressentir en face de elle. C'est pas une histoire de ah parce que j'ai lu le document. Non, le gars il arrive, il a la tête décomposée. L'infirmière est au courant, elle le sait, elle le ressent. Si elle a choisi d'être infirmière, justement, c'est parce qu'il y avait ce côté médium et ce côté approche. Médium, ça veut dire vouloir aider les autres, parce qu'on a des capacités d'être en lien à quelque chose, mais lequel. Et là, ben, on va voir déballer et débouler la terre entière qui dit à quoi je sers, que je suis fait pourquoi, à quoi je vais aider les autres. Ben, la réponse, elle est dans la question. Comment tu vas aider les autres et à quoi tu sers? Ben, tu sers à aider les autres. Après, tu vas le faire de façon différente. C'est vrai que certains vont dire, mais j'aimerais. Non, n'aime pas, fais. Fais, essaye les choses. Alors, la médiumnité, c'est quoi? Ben, c'est essayer. Moi, je suis né avec la capacité de lire l'avenir, mais pas que. Pas que. Je me suis rendu compte depuis tout petit que lorsqu'on me posait une histoire sur quelque chose qui avait eu lieu et que l'humanité était au courant, j'étais au courant. Alors oui, j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais petit, oui, je me suis intéressé à beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas savoir tout ce qu'on me posait comme question. Il y a des questions débiles qu'on va me poser à un moment donné autour d'une table. Un gars bourré, il va me dire un truc et je vais lui donner la réponse. Je vais me sentir obligé de la lui donner en plus. Comme s'il avait un sérum de vérité qui me dit parle, dis-lui. Voilà, quelqu'un qui va dire une connerie, qui va se planter sur un événement ou qui va passer à côté, je vais me sentir obligé de le rectifier. Le pire, c'est que alors ça m'embête parce que je ne me sens pas obligé. Bon, heureusement, je sais me tenir. Je ne fais pas ça n'importe où, il y avait n'importe qui. Puis les imbéciles, il paraît qu'il ne faut surtout pas les contredire, sinon après, ça nous fait mal. Mais je veux dire par là que c'est une nécessité intérieure. Ma nécessité à moi, c'est d'apporter quelque chose aux autres. Alors, je le fais à travers mes voyances et à travers le fait de mes guidances, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi tout à l'heure on m'a présenté comme médium universaliste? Mes enfants m'appellent Wikipédia. Voilà. Mais j'ai ce côté universaliste. Alors, ce côté universaliste, c'est quoi? Quand j'étais petit, j'avais 12 ans à peu près, j'ai lu un bouquin parce que je voulais comprendre comment je pouvais savoir tout ça. Je veux dire, j'avais l'impression d'avoir un cerveau. Je ne faisais que ça. Je m'empêchais presque de vivre. J'étais vieux avant d'être jeune, quoi. C'était horrible d'avoir ce côté un peu moral à moi, ce côté. Voilà, je me suis dit, c'est bon, je suis la réincarnation d'un ancien moine un peu chiant, quoi, qui devait être avec une baguette en train de punir tout le monde autour de lui. Tu vas savoir ça, tu vas. Je sais pas, je le vivais très mal. Donc, je me suis mis à lire et j'ai découvert que j'étais pas le seul. Et le gars qui avait écrit un livre sur ce sujet-là avait inventé un mot qui à l'époque pouvait vouloir dire n'importe quoi, mais il s'était inspiré de ses voyages parce que comme moi, il était très en quête. Bon, j'avais 12 ans, lui, quand il avait écrit ce livre, il en avait une quarantaine, donc comme moi est un grand mot, mais il avait besoin de comprendre. Il a traversé un petit peu toutes les cultures, hein, comme tout le monde dans notre univers, il est allé voir en Inde qu'est-ce qu'il trouvait. Et la seule chose qui lui a plu en Inde, c'est cette idée d'Akash. Akash, c'est cette divinité qui conserve tous les secrets de tout le monde. Et il s'est dit, waouh, j'ai trouvé. Cet endroit, je vais l'appeler mémoire akashique. Toute l'humanité, quand il pense, il avance ses idées là-dedans. C'est une sorte de coffre-fort géant dans lequel toutes nos idées vont et tous nos cerveaux récupèrent. Du moins ceux qui ont un cerveau suffisamment aligné là-dessus pour le récupérer. Et il sait tout. Bah après, je me suis dit, tiens, lui, il a inventé ça, mais il y a peut-être que dans le passé, d'autres ont écrit là-dessus.
Et je suis tombé sur un personnage qui a connu, comment il s'appelle, celui qui à La Fontaine. Voilà, qui a vécu à l'époque de La Fontaine. Et c'est un personnage qui s'appelait Pic de la Mirandole. Aujourd'hui, on dit de lui, c'est un universaliste. Il savait tout sur tout. Oui, mais c'était un voyant, c'était un médium, c'était un docteur, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux autres. C'était quelqu'un qui n'était pas forcément très aimé. Quand il arrivait à la cour, tout le monde le regardait de travers. Le seul qui l'appréciait, c'était un personnage qui racontait que 15 minutes avant de mourir, il était encore vivant. Voilà, qui était un ami à lui. Donc, c'était assez particulier. Mais Pic de la Mirandole était respecté. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait une question intéressante ou intelligente à poser, on allait le voir. Et il avait la réponse. C'était un grand esprit de l'époque. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai lu un petit peu la vie de ce personnage-là, j'ai dit waouh, ouf, ça me rassure. Il y avait des grands mecs qui ont vu les mêmes conneries que moi. Donc ça fait du bien. Ça fait, voilà. Alors, je comprends que des gens aujourd'hui me disent j'aimerais savoir à quoi je sers et que, ben, il faut le trouver. Hein. Moi, Pic de la Mirandole, ce qu'il savait faire, personne ne me l'avait dit. Pourtant, Pic de la Mirandole, forcément, bon, personnage à part, un peu comme à l'image de Rousseau, comme à l'image de Pascal. Puis on se met à lire des livres que les autres trouvent aberrants, mais quand on les lit et qui sont faits pour nous, on y comprend beaucoup de choses. Quand j'ai lu Pascal, j'ai eu une illumination. J'en ai parlé avec mon prof à l'époque de philosophie. Je pense que j'ai filé un sacré mal de tête. On a passé 4 heures à parler après. Je crois que je lui avais donné une version de Pascal qu'il ne connaissait pas du tout. Et au lieu de me dire, t'es un gros con, tu t'inventes, tu fais des délires, il m'a dit, je comprends mieux maintenant certaines choses qu'il a écrites après. Je vais être franc, les choses dont il parlait, je ne les avais pas encore lues. Donc, ça m'a donné envie de les lire. Et effectivement, après, j'ai compris de quoi il parlait. Mais il faut savoir que notre chemin est en nous, ce qu'on est capable de faire. Et dans la médiumnité, savoir si on est des clairvoyants, c'est-à-dire si on est des images qui nous apparaissent dans la tête, des odeurs, des sensations. Le fait que quand quelqu'un nous touche la main, on sait déjà que ce quelqu'un va avoir des souffrances ou va avoir des moments de joie. Moi, j'adore quand je croise quelqu'un, je lui touche la main et que je lui vois une année et demie d'euphorie. Je ne vais pas lui dire profite de cette année et demie parce qu'après tu vas en chier. Non, ça c'est la vie. En général, on a un coup de bâton pour un super oreiller. Ça marche comme ça. Hein. Il y a une sorte d'équilibre parce qu'on a besoin d'expérience pour avancer. Si on n'a pas d'expérience, on n'avance pas. Mais si on n'avance pas, qu'est-ce qu'on prend comme coup de pied au cul? Donc voilà, si on ne va pas chercher des expériences, on prend quand même des mauvaises expériences. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne si vous voulez vous cacher de vos problématiques. Il vaut mieux les affronter de suite. En général, elles font beaucoup moins mal et on passe à autre chose. Puis on avance. C'est plus facile d'avancer que de reculer, surtout aujourd'hui. La clairaudience, c'est la deuxième pendant de la clairvoyance. Alors, j'ai lu des choses, j'avais envie, hein, parce que je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir Bérangère, qui est devenue une professionnelle de l'interview, là, avec des grands noms et des grands personnages. Ben, je vais passer pour un code, donc je vais quand même m'intéresser un petit peu. Puis j'ai lu des choses sur la clairaudience, la clairvoyance des autres, c'est-à-dire comment les autres percevaient. Et en fait, les autres, ceux qui écrivent sur ça, 80% des cas, je me demande s'ils sont voyants ou s'ils sont clairaudients. Et voilà, il y en a un, lui, carrément, il a créé une école pour aider les gens à devenir clairvoyants et clairaudients. Oui, si on l'est déjà un peu, on peut apprendre à perfectionner, dire c'est même conseillé. Et je suis né médium, oui, effectivement, j'avais des flashs, des choses comme ça, mais c'était brut de décoffrage. Si je ne l'avais pas travaillé, si je ne l'avais pas mis en place, ça aurait été compliqué. À un moment donné, il faut secouer les choses et hop, avancer, et puis se dire, allez, c'est génial, c'est bon, j'ai compris, plus tu le pratiques et plus ça fonctionne facilement, et moins tu as besoin de forcer, je vais y arriver. Non, voilà, ça vient tout seul. Plus on pratique et plus ça marche. Ben, c'est pareil pour les massages, c'est pareil pour la course à pied, c'est pas tout. À partir du moment où on le pratique souvent, ça fonctionne. Pratiquez ce que vous voulez. Donc, ces gens-là, oui, m'ont fait beaucoup rire, puisque pour eux, la clairaudience, ça commence par un son dans l'oreille gauche, ça se développe. Non, la clairaudience, c'est on est dans un endroit et quelque chose nous parle, ou un son nous arrive, ou on a l'impression que quelqu'un est en train de nous parler à côté, alors qu'il n'y a personne. Ça, c'est de la clairaudience. Alors, après, effectivement, dans la clairaudience, il y a l'information qui nous vient de quelque part et qui nous est donnée à utilité, soit pour nous, soit pour quelqu'un. Mais il peut y avoir aussi un autre phénomène. Celui-là ne rentre. Et là, on n'est plus dans le PES, on n'est pas dans la clairaudience. Là, on est dans la médiumnité, on va dire, de la perception de cet autre monde. Voilà. Puisque la médiumnité, depuis l'Antiquité, depuis la naissance du monde ou du fantasme de l'humain de communiquer avec l'au-delà, ben, la communication avec l'au-delà, c'est la clairaudience en général. La clairvoyance, c'est plus particulière. Mais la clairaudience rentre souvent dans ce cas-là. Le fait de communiquer avec des défunts. Alors, il faut savoir que on n'est pas tous égaux là-dessus. On peut couper ça, on peut l'écouter, on peut fonctionner. C'est une possibilité, c'est une capacité. Après que les gens y croient, y adhèrent, que pour le moment, certains me diront ce n'est pas prouvé.
Moi, je veux bien. Effectivement, ce n'est pas prouvé. Et j'avoue que 90% des théories économiques ne sont pas prouvées non plus, et pourtant on nous dit que c'est une science, là. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire. L'économie est une philosophie qu'on nous invente avec plein de formules mathématiques. Ben, le jour où des cons comme moi finiront par écrire des formules mathématiques en disant, voilà, avec cette formule-là, vous avez la voyance, ben, il y a des cons qui, comme pour l'économie, diront, ah ouais, c'est génial. Voilà. Mais en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne pas tout le temps, ça fonctionne pas pour tout le monde, mais surtout, ça fonctionne quand ça doit fonctionner. Et c'est ça l'important. Quand quelqu'un vient me voir et qu'il a besoin de moi, je le sais de suite. Déjà parce que j'ai le temps pour m'en occuper, parce que les informations me viennent et parce que je sais que cette personne en a besoin. Et ça se passe très bien. Et en général, ce que je donne comme information est bien perçu et je me trompe rarement dans ces moments-là. Si quelqu'un vient me voir et que ça ne doit pas se faire, vous allez voir comme c'est bizarre, mais il y a plein de choses qui vont vous empêcher. Le temps, le téléphone, les enfants, les problématiques de travail, tout va vous tomber dessus de façon à ce que vous ne puissiez pas vous en occuper. Ou alors vous allez vous en occuper, mais les résultats vont. Même vous, quand vous le faites, vous vous rendez compte que c'est. Voilà, vous n'y êtes pas. Ça ne le fait pas, c'est pas. Il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui gêne. Donc, dans ces cas-là, c'est comme tout. C'est-à-dire, quand un enfant vient vous voir et vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, ben, on ne lui répond pas. On lui dit, va voir l'autre parent, peut-être qui sait. Avec de la chance, peut-être tu auras du bol, ou au pire, tu vas chercher dans un dico, une encyclopédie, sur Google maintenant, puisque ça peut aider, Wikipédia, même si des fois il y a énormément de conneries qui sont écrites dedans. Ouais, il paraît que c'est des gens comme vous et moi qui peuvent écrire les articles dessus, donc c'est génial ça. Je vais m'y mettre peut-être d'ailleurs à Oui, toi, écrire ce serait certains bien, oui. articles. Non, je suis pas sûr, certains n'apprécieraient pas. Tu ferais mal à la tête pour beaucoup de gens. Et donc après, les deux derniers domaines concernant les PES sont la précognition et la rétrocognition. Alors, les gens séparent tout ça, pour moi ça ne se sépare pas. La précognition, c'est quoi? C'est le fait de connaître des événements qui vont se passer et d'être capable de les avoir ressentis ou presque vus. Bah, tous les médiums, on a vu des événements qui allaient se produire. Alors effectivement, il y a des événements Ça, c'est clair. cycliques. Il y a des événements cycliques. Un tremblement de terre, il y en aura eu plein, il y en aura, on en a croisé plein, il y en aura toujours plein. Donc dire il va y avoir un tremblement de terre avec, ça peut arriver à tout le monde. Donc on sait que des fois aussi ça impacte. Mais est-ce qu'on a vu le tremblement de terre passé, présent, futur? Vous démerdez avec votre cerveau et je vous laisse réfléchir à ça. Mais ça, c'est comme tout le reste. Un jour, la question que je me suis posée, est-ce qu'un événement se produit parce que je l'ai vu ou est-ce que parce que je l'ai vu, je vais forcément le vivre? Compliqué, c'est compliqué. On va donner un exemple tout simple, hein. Je veux dire à quelqu'un, vous allez croiser quelqu'un dans la rue, un brun, ça va super bien se passer. Elle va croiser un blond, ben, elle va lui cracher dessus alors que c'était lui le bon et pas le brun. Mais avec le brun, ça va bien se passer un temps et puis après mal. Mais est-ce que c'est moi qui lui aurais donné envie de choisir le brun ou est-ce que le brun lui aurait plus plu que le blond? Voilà, on va se poser plein de questions. Si vous voulez vous avoir mal à la tête, venez me voir. Je suis doué aussi pour ça, pour vous aider à vous poser les questions qui font mal. Et, bah, je me le fais à moi tout seul, donc je partage de temps en temps aux autres. Ça fait un peu de bien aussi de vous voir réfléchir. Et la rétrocognition, c'est le fait de, pour des gens, de décrire un événement qui s'est produit dans le passé alors qu'ils ne pouvaient en avoir aucune connaissance. Alors, ça, dans les années 30, ça fait recette, c'est très spectaculaire, c'est un peu, voilà, c'était les spectacles de l'époque. Donc, on séparait tout ça. Mais ça ne forme que la voyance, tous ces domaines-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle les PES, les capacités extrasensorielles, ne sont que trois. La télékinésie, la télépathie et tout ce qui touche la médiumnité. Alors, aux États-Unis, ils ont un mot génial pour ça. Ça s'appelle channeling. C'est pour eux, voilà, tout passe par le channel. On est un canal et ce canal permet soit de voir le futur, soit de voir le passé, soit de communiquer avec le monde d'à côté. Alors, aux États-Unis, ce qu'il y a de bien, c'est que le monde d'à côté, ce n'est pas que les défunts, ça peut être des univers parallèles, ça peut être. Donc, ils ont développé plein de théories. Alors, le New Age est passé par là, je ne vous dis même pas les théories qui ont été rajoutées après derrière. Donc, voilà, le but du New Age, en fait, ce qu'on appelle le Nouvel Âge, c'est d'imaginer l'imaginaire. Voilà, donc ils ont tendance à prendre une idée simple qui pourrait permettre aux gens d'essayer de travailler dessus pour en faire quelque chose de très compliqué où eux seuls peuvent travailler et vous êtes obligé de payer pour y avoir accès. En fait, c'est quelque chose de tout simple, vous n'avez pas besoin d'eux. Voilà. Dès qu'on vous demande de payer pour quelque chose, cher surtout, si on vous demande de payer une aumône pour entrer dans une église, je veux dire, vous savez très bien pourquoi vous payez pour entrer. Vous allez voir une association, ils vous demandent une participation, je parle pour nous, là, je prêche pour mon église. Vas-y. On comprend que c'est pour apporter quelque chose. On essaie de mettre des moyens techniques, on essaie d'apporter une salle dans laquelle on essaie d'apporter des connaissances aux gens. Dire, on ne demande pas la lune. Maintenant, quelqu'un qui va demander 8 000 € pour une formation à devenir quelque chose que soit
la nature vous aide à être naturellement, soit vous êtes obligé normalement de faire 20 ans d'études pour arriver à être ça. Et quand je dis d'études, on va y mettre tout ce qu'on veut, hein, que ce soit des stages, des formations, de la connaissance. Mais je vais prendre l'exemple des chamans, dans quel que soit le monde ou le pays où vous voulez le caser. Ben, un chaman, c'est des années et des années d'expérience et d'intervention avec son milieu. On apprend à connaître les plantes, on apprend à connaître son milieu, on apprend à connaître ses maladies. On n'a pas les mêmes maladies partout. D'ailleurs, quand ça se produit, ça s'appelle un coronavirus qui fait chier la moitié de la planète, avec plus de morts là où il n'est pas né. En Chine, il y en a beaucoup moins que chez nous, mais c'est normal. Vous n'étiez pas préparé. Mais des maladies comme ça, il y en aura d'autres. Mais les chamans, eux, savent soigner les maladies de chez eux. Effectivement, quand les Espagnols ont débarqué en Amérique du Sud, ah ben avec des grippes, ils ont massacré la moitié de la population. Et pourtant, ce n'était qu'une grippe. Ben voilà. Ben, c'est un petit peu ça. Ça ne sert à rien d'aller chercher les choses loin, d'aller payer cher des choses qui sont en nous. Soit vous connaissez la bonne personne qui sait faire et qui va vous apporter les connaissances. Mais là, il ne vous demandera pas de l'enrichir. Hein. Il vous demandera d'être présent, d'échanger, nécessité d'échange. Je ne dis pas que tout acte ne demande pas de l'argent, mais quelqu'un qui va vous apprendre à bien vous comporter dans la vie, du savoir-vivre, bah, ce gars-là, il a besoin de vivre, donc il va vous le faire payer. Je peux comprendre. Quelqu'un qui vous apprend à affiner des techniques que vous avez en vous, mais que vous ne savez pas trop, vous avez besoin de trucs, ben, vous allez voir un conseiller. Un conseiller, ça peut coûter cher. Là, je peux comprendre. Maintenant, quelqu'un qui arrive et qui dit je ne sais rien faire, mais je suis persuadé que j'ai un don. Pour 8 000 euros, le don, je vais vous le développer. Partez en courant. Partez en courant. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, ne le payez pas pour le savoir. Maintenant, si vous savez, si vous êtes sur le début du chemin et que vous pensez qu'en payant, vous allez pouvoir développer des choses, à ce moment-là, allez-y. Je ne dis pas que les gens sont des voleurs. Voilà, chacun a besoin de vivre et toute énergie a besoin d'autre énergie en échange. Et l'argent est une énergie, donc elle s'échange correctement. Donc, dans tout ce qui touche les PES, c'est assez particulier, c'est un domaine particulier où si ce n'est pas suffisamment développé en vous, ce n'est pas en payant cher que vous allez le développer. Vous pouvez utiliser des techniques amusantes qui vont vous permettre de développer certaines choses, hein, que ce soit à travers les cartes, à travers les pendules. C'est des techniques. Apprendre une technique, pour moi, c'est quelque chose de normal. On paye pour ça, plus ou moins cher. Chacun connaît sa bourse et sait ce qu'il peut faire avec. Mais payer pour devenir un chaman, payer pour devenir un voyant, non. Payer pour affiner vos techniques ou pour essayer de comprendre des techniques particulières, oui. Mais pour ça, voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule de fin de communication. On va dire. On nous pose la question, tout le monde a des dons? Tout le monde On est a, en capacité? on a tous des dons pour 3 raisons. La première, on est tous des animaux. Et le premier des dons qu'un animal a, c'est l'instinct. Mm. L'instinct qui nous prévient de tout danger, de tout risque. La voyance est une extrapolation de cet instinct. C'est le côté civilisé qui est en nous, qui passe par la voyance. Alors, tout le monde ne le développe pas. Mais quand on étudie les sociétés anciennes, tout le monde n'était pas voyant dans la tribu. Il y en avait un qui développait ça. Les autres, ben, si c'est lui qui le développe, tant mieux. Nous, on va faire la pêche, la chasse, on ne s'en occupe pas. Voilà, lui, ça me démerde. C'est un peu comme aujourd'hui, quand on a besoin d'un comptable. Je ne suis pas sûr qu'on voudrait tous devenir comptable pour faire sa paperasse. Hein. On est bien content d'en trouver. Dans les civilisations anciennes, ça marchait comme ça. Mais on a tous ce don-là. Quand on est 10 dans une pièce et qu'il y a un truc un peu louche, on vibre tous de manière énergétiquement dans le danger. Alors peut-être qu'un dans le groupe vibre plus vite et a transmis cette énergie aux autres, mais on a tous cet instinct en nous. C'est le côté animal, c'est de l'homme. Donc on est tous au départ avec cette technique. Pour la développer, c'est pas compliqué. On le sait. Une personne arrivée à 10 ans, soit dans la frustration, soit dans le développement de ces techniques-là, le sait. Aujourd'hui, quelqu'un qui arriverait à 30 ans en me disant non, moi j'ai jamais rien ressenti, ni petit, ni grand, ben oui, c'est parce que ta technique, elle a été étouffée naturellement au truc. Mais je suis persuadé que dans ta vie, tu as fait plein de choses pour aider les autres qui n'ont rien à voir forcément avec cette technique-là. Et en discutant, on va y arriver à trouver les autres sujets. On n'est pas tous, on est tous médiums, mais on n'est pas tous en capacité de développer la médiumnité, quelle qu'elle soit sa forme. Mais on l'est tous, oui. Après, on pourrait, quelqu'un aujourd'hui qui décide qu'il va développer sa médiumnité, il peut s'enfermer quelque part, mais c'est quelque chose qui va lui être personnel. Si ce n'est pas lui qui fait la démarche, si ce n'est pas lui qui fait l'enquête, si ce n'est pas lui qui cherche à comprendre comment l'utiliser, il n'avancera pas. Qu'après, il aille voir des gens pour avoir comment eux, ils sont arrivés, qu'est-ce qu'eux ont fait, comment ils l'ont fait. Euh, voilà, c'est se renseigner. Mais quelqu'un qui va prendre un futur voyant par la main en lui disant tu n'as jamais rien vu, maintenant tu vas voir, je n'y crois pas. Après, on peut utiliser des techniques. On peut apprendre à cette personne à servir d'un pendule pour affiner ses capacités. On peut servir de carte pour affiner les connaissances. Mais ça reste des outils.
Voilà, c'est des outils qui peuvent marcher, hein. Je veux dire que même quelqu'un qui n'a jamais fait de voyance dans sa vie, en s'entraînant avec des cartes, est capable de lire un destin à quelqu'un. Ça sera un destin limité, il faut être très attentionné à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce qu'on a quand même une responsabilité, quoi qu'on fasse, dès qu'on parle de destin à quelqu'un. Parce que qu'on se trompe ou qu'on dise la vérité, c'est quand même dangereux pour celui qui est en face et qui est fragile et qui pourrait tout prendre au pied de la lettre. Voilà. Alors, si c'est la vérité, moindre mal, mais s'il y a du mensonge, c'est hyper dangereux. Donc, voilà, le voyant pour pratiquer doit être quand même très psychologue. Bizarre, tous les psychologues ont été un petit peu intéressés par la voyance. Mais voilà, ça va ensemble. Je veux dire, c'est deux domaines qui sont très dangereux, qu'il faut affiner. Après, pour les connaissances en soi, je sais pas, oui, on est tous médiums, ça c'est clair. Comment ça fonctionne, on ne sait pas. Mais quand on est appelé pour que ça fonctionne ou pour le faire fonctionner, on le sait. Parce que là, ben, on a l'impression quelque part d'être tiraillé par un univers qu'on ne connaît pas, mais qu'on a besoin de connaître. On se met à aller chercher des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on est persuadé qu'ils vont pouvoir nous aider. C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter à ces moments-là de tomber sur celui qui, de suite, va vous faire le grand week-end à 7 000 ou 15 000 euros. Que ça puisse vous intéresser après, une fois que vous êtes rentré dans tout ça, et que vous dites, voilà, ça peut me parler, ça peut me permettre, mais il faut le faire en conscience de ses capacités, et pas aller là-bas pour les capacités. Voilà, souvent on y va pour les mauvaises raisons, et on revient avec beaucoup d'étoiles dans les yeux, parce que quelqu'un nous a montré ses capacités à lui, on en revient un petit peu, waouh, c'était génial, moi aussi un jour je ferai comme lui. Oui, quand on a 15 ans, on peut dire ça. Quand on en a 30, à mon avis, on peut commencer à se poser d'autres questions qui sont si je n'ai pas réussi à faire comme lui en même temps que lui, voilà, c'est que j'étais pas au bon endroit. On a tous un chemin particulier à suivre, mais on ne croise pas les gens par hasard. Après, je ne dis pas que c'est de mauvaises expériences. Si on a les moyens de les faire, ces expériences, ça ne me dérange absolument pas. J'ai juste un peu mal des fois parce que souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui vont les mettre dans des situations compliquées pour des choses où ils n'ont pas besoin d'aller là, ils ont d'autres choses. Autour d'eux, on a tous des connaissances, des gens capables de nous apporter des réponses. Allez les voir. Internet et ce confinement a apporté beaucoup de réponses aujourd'hui. On a beaucoup de gens. Voilà. Tout le monde ne parle pas à tout le monde. On n'est pas tous branchés sur les mêmes sujets, sur les mêmes capacités. Je veux dire, être un voyant et apprendre à vouloir définir un peu plus mieux sa voyance en allant voir des gens qui sont voyants, mais pas totalement dans notre façon de voir le monde, ben on va s'affronter à eux parce qu'avant même la voyance, il va y avoir le choc culturel, le choc des langues. C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait découvrir s'il est voyant en allant en Asie. L'Inde n'est pas le pays de la voyance, l'Inde est le pays de la détente, c'est un pays de caste. Il n'y a aucune caste qui est marquée voyant. Voilà. Les seuls personnages à peu près un peu particuliers, c'est les gourous. Voilà, un gourou est un penseur, quelqu'un qui pense pour ses disciples. Donc déjà, moi, je me méfie, quelqu'un qui pense pour moi, ça ne me plaît pas. Surtout toi. Merci. Enfin, voilà. En tout cas, je voulais juste surtout vous ouvrir les esprits sur ces connaissances et ces recherches des années 30, 50, 80 qui sont assez floues avec le New Age qui est passé par là. Essayez d'éviter le New Age pour vous faire une idée. Après, le New Age, ce qu'on appelle le New Age aujourd'hui, c'est beaucoup de commercial. Ça a pris beaucoup des idées des années 80 où tout est monnaie, donc tout est argent. Oui, bon, si on veut, mais avant l'argent, il y a quand même l'humain et le fait de tendre la main à l'autre. Je pense que c'est la première chose à faire tous. Bizarrement, quand on tend la main, les choses sont beaucoup plus simples. On l'a vu aussi pendant ce confinement. Hein. C'est-à-dire, les masques que les gens fabriquaient eux-mêmes et offraient avaient certainement beaucoup plus de valeur que tous les masques qu'on pourra acheter. Voilà. Ça, c'est clair. Donc pour toi, en gros, si je définis, parce que Ghislaine m'a parlé de cercle et que du coup j'aime bien reprendre cette histoire de cercle. Donc dans le cercle, on est tous médiums, tous. Il y en a qui développeront, il y en a qui développeront pas. Et dans la médiumnité, du coup, alors on va pouvoir retrouver plusieurs cercles. En fait, dans ce gros cercle, il va y avoir plusieurs cercles. Parce que comment tu peux définir, toi qui es médium, moi qui suis guérisseuse, c'est deux branches qui sont complémentaires, ok. Mais toi, tu as développé la médiumnité. Moi, j'ai développé la guérison. Enfin, la guérison, ou le reboutage. Enfin, je sais pas, guérison, moi, c'est un mot qui me gêne un petit peu. Parce que étant infirmière, moi, pour moi, il y a les médecins qui Je vais t'aider Vas-y. sur ce coup-là. Au XIVe siècle, on a séparé les sciences dites ésotériques de la médecine. Voilà. Les deux étaient apprises à la même université. Oui. Toi, tu t'occupes du corps, moi, je m'occupe du psy. Et pourtant, on est tous les deux médiums. Oui. Voilà. C'est quoi le guérisseur? Celui qui s'occupe du corps. C'est quoi le voyant? Celui qui s'occupe de l'esprit. Ouais. Et alors, et toutes ces capacités, du coup,
Moi, je sais pas, dans la pratique, je me suis rendu compte que du coup, bah, il y avait des choses qui se passaient de plus en plus. Voilà, je sais pas si c'est au contact de tout le monde à l'association ou quoi que ce soit. Toi, on a bien vu aussi qu'il y a des fois, tu imposais les mains sans te rendre compte, mais tu le faisais et que ça marchait. Du coup, on a vraiment tous ces capacités, mais en fait, on va. Alors, moi, c'est ce que je dis, hein. Moi, quand j'impose les mains, c'est ce qui me fait vibrer. Après, tirer des cartes, j'aime pas ça. C'est voilà. Si on me demande de le faire, je le fais parce que ça fait plaisir. Et encore, si ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir, je le ferai pas. Ne me demandez pas, c'est pas la peine. Mais donc, du coup, en fait, ce que tu nous dis, c'est que, enfin, je pense que si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, notre don, c'est celui qui nous fait le plus vibrer, quoi. C'est là où il faut qu'on s'écoute. Bah, de toute façon, notre don, on l'a en nous depuis toujours. Qu'on le veuille ou non, il guide notre façon d'avancer dans la vie. Moi, mon don, il est dans la communication, il est dans l'échange. Bizarrement, je me suis retrouvé à faire des études de droit, puis à partir dans du commerce, et puis après, à continuer à faire de la voyance parce que j'en fais depuis toujours. Je veux dire, voilà, c'est, qu'on le veuille ou non, notre don va diriger notre façon d'être. Toi, ton don, c'est de guérir, puis t'es retrouvé, tu voulais pas être infirmière parce que familialement, il y avait quand même une sorte de branche familiale que tu voulais briser. Manque de peau, ben, tu es revenu dans la même branche que tout le monde parce que tu ne peux pas t'en empêcher, parce que c'est ton chemin. Ton chemin, c'est les médicaments parce que tu n'en as pas appris d'autres dans un premier temps. Puis à un moment donné, ton côté médiumnique s'est réveillé en disant, mais à un moment donné, regarde ce que tu donnes à tes patients, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faudrait. Quand je t'ai rencontré au début, tu étais dans cette démarche-là, tu venais de découvrir qu'il y avait d'autres façons de soigner. Et là, on aurait dit une petite fille qui venait de découvrir une boîte de bonbons, alors que toute sa vie, elle habitait à côté de la boîte de bonbons, mais on ne lui avait jamais dit que c'était des bonbons. Voilà. Ben, c'est un peu ça, ce qui nous arrive à tous à un moment donné dans notre vie. Alors, honnêtement, je suis triste, moi, pour ceux qui découvrent ça tard, parce que, et en même temps, je suis content pour eux, parce qu'à ton image, il y a une sorte de jubilation à découvrir ça. Voilà, il y a une sorte de, moi, par certains moments, selon où je me trouve, il y a une sorte de lassitude. Voilà, avec les années, comme dit, voilà, je repasse toujours à la boutade qu'une amie m'avait sorti sur l'histoire des chiens, surtout entre les gens qui développent ces pouvoirs et les gens qui les ont depuis toujours. C'est-à-dire que quand nous, qui les avons depuis toujours, c'est facile d'en parler. Pour nous, c'est là, c'est naturel, c'est quelque chose. Alors que pour ceux qui les découvrent après, plus tard, il y a une sorte de côté magique, secret, sorcier. Alors que pour nous, non, c'était naturel. On est né avec, on a grandi avec. Et ce qui... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas nous qui avons le plus la parole. Pas parce qu'on n'a pas la parole, mais c'est parce que ça n'a jamais été dans notre nature de vouloir absolument la prendre. Là, je le vois dans ma génération, certains essaient de prendre la parole dans les gens que tu as reçus. Tu commences à voir des médiums arriver et oser prendre la parole, mais ce n'est pas notre travail. Nous, on est là pour aider dans l'ombre, on sait très bien comment ça se passe. C'est-à-dire que si on se montre trop, à un moment donné, on est phagocyté par des gens qu'on n'a pas envie de côtoyer. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Je veux dire, c'est toujours les mêmes types. La société est mal faite aujourd'hui. Pourquoi on assume un peu mieux? Parce que la société évolue. Elle évolue vers du mieux. Qu'on le veuille ou non, les politiques, économiques, tout ça est en train de partir en brèche. Et c'est le côté un petit peu bien-être. Mais pas le bien-être tel que les gens sont en train encore de le définir, qui est en train de gagner. C'est pas ce bien-être du le massage, le zen, la méditation. Ça aussi, la méditation, il y aura beaucoup à dire. La contemplation est le mot que je préfère au mot de méditation. Méditer, pour moi, c'était t'asseoir dans un coin et réfléchir à un sujet bien précis, donc ça me faisait mal à la tête. Donc, la contemplation, tu t'assois, tu penses à rien, tu regardes, voilà. Mais on n'est pas dans cet univers-là. On est dans un univers où le bien-être passe par le fait de faire des choses qui nous font du bien. Et faire des choses qui nous font du bien, c'est pas forcément s'enfermer loin des autres, se mettre dans une yourte. Non, c'est des choses qui font du bien, c'est des choses qui nous font du bien, tout simplement. C'est ce qu'on a envie de faire. Le matin, on a envie de se lever, on se lève, on a envie de travailler, on va travailler, on n'a pas envie, on n'y va pas. Voilà. Bon, dire ça aujourd'hui, ça fait un peu chinois, mais pendant 2 mois, les gens l'ont fait quand même. Puisqu'on a donné le choix aux gens, à certains, d'aller travailler ou pas. Certains. Certains. Oui, oui. Non, mais je veux dire par là que certains ont eu ce choix-là, ont eu Oui, cette oui. possibilité. Et ils l'ont découvert. Moi, cette possibilité, je me la suis donnée il y a quelques années parce que je pars du principe qu'à un moment donné, si tu ne fais pas ce que tu as envie et si tu ne te donnes pas le temps de vivre comme tu as envie de vivre, mais tu es mort. C'est-à-dire tu deviens un robot, donc ton esprit il est lobotomisé. Tu as beau faire des séances de voyage en Égypte, en Inde, en Chine, où tu voudras. Tu restes un robot quand tu reviens pendant 15 jours, tu es perché, ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Au bout de 15 jours, tu as retrouvé ton travail, ton dada. Non, le bien, c'est dans le présent. Tu as envie d'aider les autres, tu es soigneur, eh ben, apporte avec tes soins ce que tu sais faire. Ça te parle, puisque tu sais de quoi il est question là. Mais si dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins étaient capables d'apporter ce plus, hein, certains massages, certaines huiles essentielles, certaines capacités à leurs patients, mais on changerait les hôpitaux. Les gens viendraient à l'hôpital avec le sourire. Ils ne viendraient pas pour y mourir.
Donc, c'est tout ça aussi. On est en train de changer la société, qu'on le veuille ou non. Elle se modifie. Là, le mouvement a été lancé, on ne pourra pas l'arrêter. Comme tout mouvement qui se lance, forcément, il y a des soubresauts et il y a des chocs, hein, des matraques, des gaz lacrymogènes, des choses comme ça. Mais voilà, ça disparaît. Ces choses-là, elles disparaîtront. Ce qui va rester, c'est l'humain et le bonheur qu'il a à partager avec l'autre. Et ces capacités médiumniques, aujourd'hui, elles ont cette chose-là, c'est qu'elles nous mettent en rapport les uns avec les autres. On croyait, à un moment donné, on a cru que c'était Internet. Non, Internet fonctionne comme la médiumnité. C'est une copie de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on a tous des cerveaux bien réfléchis, c'est nos ordinateurs qu'on a devant nous, tout ça, mais tout ça est interconnecté. Et les informations des uns vont dans les autres. Ce qu'on appelle les mémoires akashiques, en réalité, ça serait une sorte de cloud général. C'est tout. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de rien. Les enfants indigo, asseyez-vous dessus. Je préfère, j'ai envie de le dire aujourd'hui parce que j'ai connu Vas-y, fais-toi plaisir, c'est ton moment, c'est ton plaisir. voilà. Vas-y, Non, allez. j'ai connu les tordus et les farfelus qui ont inventé cette histoire d'enfants indigo. Pour la plupart des pédophiles. Donc ça, on va fermer la parenthèse sur les années 80 et certains de cela, surtout en Belgique. Mais le fait est qu'on est tous des enfants indigos, on est tous nés avec nos capacités. Il faut arrêter de dire que certains plus que d'autres. Hein, c'est un peu, on est arrivé dans la voyance à faire comme les enfants avant avec la maman qui voulait être chanteuse, bah forcément va mener sa fille au cours de chant. Le papa voulait être champion de cheval, il va mettre sa fille ou son fils au cheval. Non, on est des médiums, on est tous médiums. Et un enfant qui a des capacités, c'est pas un Chinois. Voilà, c'est pas quelqu'un de, on va le mettre devant un ordinateur, il va travailler 25 heures, il a des capacités, non, on est né avec toutes ces capacités. Moi, enfant, j'ai eu la chance d'être dans un environnement familial qui le comprenait. Mes sœurs étaient open à ça et elles avaient les leurs de capacités. Ma mère avait ces capacités-là. Mon père était très cartésien, plutôt communiste de droite. Hein. Quand je dis ça, ça fait sourire, mais c'est vrai. Il votait De Gaulle avec un esprit très communiste. Donc c'était assez particulier. Et il était chef d'entreprise, la totale. Et dans cet esprit-là, c'était quelqu'un qui m'a appris quand même une chose, c'est qu'il faut toujours garder les pieds sur terre et aider les autres. Et qui, lui, s'en foutait qu'on soit ma mère rebouteuse, mes sœurs voyantes, moi, bon, il s'en tapait le coquillard. Tant qu'on ne le faisait pas chier avec ça, et qu'on faisait ce qu'il y avait besoin de faire dans la maison ou entre nous, et voilà, qu'il y avait une certaine solidarité. Le reste, ils s'en tapaient. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à dire à leurs enfants, ah là là, il sait faire ça. Non, il le fait, c'est tant mieux. Mais on n'a pas à le pousser. Il se poussera à sa vitesse, à son rythme. Il faut arrêter de pousser les gens. Chaque fois qu'on les pousse, forcément qu'on les fait tomber. Et plus vite qu'ils ne devraient. Si l'enfant a envie de se jeter, de sauter d'un mur, on connaît tous les mamans qui vont se mettre à hurler, mais il va sauter parce qu'il en a envie, parce qu'il l'a décidé. Eh bien, la voyance, c'est un peu la même chose. Qu'on ait 15 ans, qu'on ait 5 ans ou qu'on ait 50 ans, le jour où on a besoin de le vivre, il faut le vivre. Ben, la voyance, la médiumnité, les soins énergétiques, tout ça est en nous. C'est juste deux choses. S'autoriser, ça c'est le plus dur, parce qu'on est dans une société où en fait on s'autorise quand on pense que les autres nous autorisent. Ça c'est terrible. Quand je parle avec les gens, c'est la première chose que je ressens. Le fait que l'image qu'ils ont, comment ma mère va me dire, va faire, qu'est-ce qu'elle va me dire, comment mon père va réagir, comment mes amis vont être s'ils savent ça, comment dans mon travail je vais. Wow. Et si vous jugent mal, quelque part il y a un problème. Les parents ne jugent jamais mal un enfant. Ils peuvent critiquer, mais en général ils critiquent parce qu'ils ont peur. Et c'est cette peur qu'ils nous ont transmise. Et c'est cette peur qu'on s'imagine quand on pense à ce qu'on pourrait faire et qu'on s'interdit de le faire parce qu'on se dit que nos parents auraient peur, donc il faut qu'on ait peur. Et on continue à avoir peur et puis on projette cette peur sur nos enfants en leur disant oh là là, ne le fais pas non plus, sinon c'est pas. Il faut s'arrêter à un moment donné. C'est notre génération qui a la clé de sauver le monde, entre guillemets, à sauver au moins la connerie humaine. Donc pour le faire, il n'y a pas 50 secrets, c'est juste être capable d'apporter deux choses. Un, ce que j'appelle la naturopathie, c'est-à-dire être capable de respecter son hygiène de vie, son hygiène de pensée et son hygiène alimentaire. Vous respectez ces trois hygiènes-là, vous êtes le roi du monde. Parce que du coup, vos enfants, vous ne les verrez plus comme des gens que vous devez protéger dans un monde de sauvages. Non, le monde, il a toujours été sauvage ou il a toujours été gentil, ce n'est pas le souci. Mais vous devez apprendre à juste les prendre par la main, les faire avancer. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Hein. On est là pour les faire avancer. De toute façon, quand ils auront passé 17 ans, on n'existe plus en tant que parents. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une ingratitude. On est là, nous, pour leur donner des armes pour avancer dans ce monde. Mais si on leur donne de mauvaises armes, forcément qu'ils vont continuer à faire des conneries, les mêmes que les nôtres. Donc, à un moment donné, il faut couper le cercle. Couper le cercle, c'est quoi? C'est apprendre un petit peu l'égoïsme du bien-être. C'est-à-dire que pour donner du bien aux autres, il faut donner d'abord à soi-même. Hein. Bien charité, bien ordonnée commence par soi-même, il paraît. Donc, c'est la base même de tout ça. Et pour la voyance, c'est pareil. Pour la médiumnité, c'est pareil. Pour toutes ces capacités-là,
si vous ne commencez pas d'abord par vous autoriser à les vivre, vous autorisez à les enquêter aussi, parce qu'elles se donnent à nous, mais elles sont chères. Moi, j'ai ces capacités depuis l'enfance, mais je les ai payées cher, de plein de façons différentes. Mais on le paye très cher. Ça a un coût, qu'on le veuille ou non. Peut-être pour ça aussi que tout le monde ne les a pas toujours développés au travers de l'histoire. Parce qu'il faut savoir que ça a un coût. Quand on nous demande de les développer, si on ne les développe pas, on le paye cher. Quand on nous demande de ne pas les développer, on cherche à les développer, on le paye cher. Mm. Mais la réponse est en nous, on le sait. C'est ça le problème. Et on ne s'écoute pas. Parce que on a peur. Peur de qui? Peur de quoi? Peur de nous ou peur des autres? Ça, c'est la grande question que je vous laisserai méditer et comprendre. Vous verrez, si la peur disparaît, si on s'en fout de ce que les autres peuvent penser, parce que la plupart du temps, les autres s'en foutent de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. C'est juste qu'ils se sentent obligés de donner un avis civilisé, c'est-à-dire comme les autres devraient penser. Voilà. Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Oh là là, tu fais n'importe quoi. Oh, fais gaffe, c'est une secte. Ouais, ouais. On est tous dans une secte. Une secte qui nous pourrit la vie, qui nous oblige à aller travailler, à être comme des esclaves, à ne pas réfléchir, à ne pas penser, à ne pas aider les autres, et à espérer surtout que quelqu'un nous donnera quelque chose qui nous fera rêver. Ouais, voilà. Concernant les PES, en tout cas, allez chercher, vous avez énormément d'informations partout, vous verrez que c'est très intéressant d'aller chercher, surtout chez les contradicteurs. Moi, j'aime bien, quand je veux étudier un sujet, lire les gens qui sont contre. Parce qu'en général, les arguments contre vous donnent la vérité. Mm. C'est la quelqu'un qui est pour, forcément qu'il est pour, il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais qu'est-ce que c'est génial de lire quelqu'un qui est contre. Parce qu'à travers ces affirmations, le vrai apparaît vraiment. Quelqu'un qui critique avec des arguments justes, et quand on a fini de lire, on dit waouh, effectivement, je me trompais, il a raison. Ben là, voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Et quand on tombe sur quelqu'un qui critique pour critiquer, au bout d'un moment, on se dit mais c'était juste pour critiquer, parce qu'en réalité, il n'apporte aucun argument qui apporte une vérité quelque part. Et là, on se rend compte que peut-être on est sur le bon chemin. Donc, voilà. Si vous trouvez des gens qui écrivent contre quelque chose, les grognons, les râleurs, cela c'est génial. Parce qu'eux ont souvent le moyen de vous apporter la bonne réflexion. Les gens qui vont dire ce que vous pensez déjà, je ne vois pas l'intérêt de les lire. Nous, on doit apporter beaucoup de réflexion aux gens. Hein. C'est un peu le but, ouais. Un grognon râleur, bon, je connais ça. Hein. Moi, c'est totalement ma philosophie. Hein. On en a quelques-uns, on en a quelques-uns. C'est vrai que ça fait du bien aujourd'hui de voir. Enfin, j'apprécie un petit peu aussi à travers toutes les conférences, enfin, tous les débats que tu lances et tous les sujets que tu as traités jusqu'à maintenant, de voir tous ces gens qui aujourd'hui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire que le monde est en train de changer et que, qu'on le veuille ou non, ça ne passera pas par l'argent, ça ne passera pas par la connerie, ça passera sur le fait que les gens vont se tenir la main et s'entraider. Le début du médium, c'est ça. Hein. On est le moyen d'eux. Ben, le moyen de tenir la main de l'autre, c'est déjà pas mal. Tu nous fais une toute petite conclusion? Je demande petite, s'il te plaît. Alors, très courte. Non, les perceptions extrasensorielles sont quelque chose d'assez particulier parce qu'elles touchent notre cerveau. Et que cette partie-là, on a du mal. À ça vient se rajouter le côté un petit peu compliqué de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on s'autorise à faire. Voilà. Donc, forcément, si vous avez des capacités, n'en ayez surtout pas peur. Après, je sais qu'il y a des choses qui peuvent faire peur dans ces capacités. Je ne serai pas le premier à le dire. Moi, je suis très, on va dire, grand public de mes collègues qui font de la médiumnité publique, la communication avec les défunts. Et j'ai beaucoup de mal, pas que les défunts ne me parlent pas, ça leur arrive de temps en temps, même si je déteste ça depuis tout petit. Mais je veux dire par là que c'est quelque chose de compliqué. Donc, je sais que leur travail est difficile et qu'il y a énormément d'émotions. Voilà, ils sont énormément dans l'émotionnel. Et que c'est. De toute façon, quand on fait de la voyance, quand on est médium, on est toujours dans l'émotionnel. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas avec lui et en lui quelque part. Il y a une sorte de fusion de nos esprits ou de nos émotions qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de fusionner quelque part pour pouvoir bien comprendre l'autre et l'aider. Et en médiumnité, le fait de faire ça avec beaucoup de monde et tout ça, j'en suis admiratif. Voilà, mes collègues qui font ce domaine-là, et je ne leur tirerai jamais assez le chapeau, et je sais que c'est quelque chose de très dur, de très éprouvant, et en même temps, c'est quelque chose qui les fait kiffer d'en faire. Parce qu'aider l'autre, il n'y a rien de tel. Moi, je le fais à ma petite échelle, le font à une échelle un peu plus grande, et puis les soigneurs le font à leur échelle aussi. Mais qu'est-ce que c'est beau d'aider les autres.
Voilà. Le merci, c'est vrai que le merci, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Bon, même quand il n'y a pas de merci, c'est pas important. C'est le fait d'aider en lui-même est important. Des fois, il n'y a pas besoin de merci. Je veux dire, c'est pas les mots qui sont importants, c'est ce que l'autre peut ressentir. Des fois, le merci est inutile ou des fois, le merci est superflu. Souvent, il est superflu. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à tous à bientôt. Le déconfinement étant bientôt terminé, on va pouvoir se faire de grandes fiestas à 10. Donc, Je te rappelle que c'est fini. Hein. je sais pas, j'ai pas écouté le Ouais, cet communiqué. après-midi, je sais pas moi non plus ce qui s'est dit. Est-ce qu'on va pouvoir retourner au restaurant? Est-ce qu'on va pouvoir faire plein de choses? La plage? Oui. Bon, on peut déjà, il faut se faire plaisir. Voilà, Donc, je vous oui. remercie en tout cas à tous de nous avoir suivis ce soir et puis j'étais heureux d'être avec vous. Ça va, pour une fois, j'ai pas été trop long. J'ai géré ça bien. Je suis pas trop resté sur le domaine des perceptions parce qu'en elle-même, c'est des techniques, donc c'est des choses, si vous voulez en savoir beaucoup plus, vous allez très vite trouver sur Internet des choses comme ça. Évitez les sites d'associations, un peu sites pub payantes, tout ça, c'est un peu particulier. Allez plutôt sur des sites vraiment de lecture, de gens qui essaient d'apporter des choses. Et comme je vous ai dit sur les critiques, allez voir sur les sites de chamans ou de guérisseurs qui parlent de PES. C'est pas leur domaine, donc ils vont bien en parler. En général, leurs informations sont un peu plus claires. Voilà. Et puis pour notre ami Bank Shrine, l'américain, ça s'écrit comme une banque, B-A-N-K-S. Voilà. Vous allez chercher, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes sur lui. C'est un personnage qui inspire beaucoup, en tout cas par rapport aux techniques de recherche. Savoir qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines autres que l'ésotérisme, ces techniques de recherche ont été appliquées. Voilà. Alors, juste, moi, je vous fais un petit… Si vous voulez que Charles nous parle d'autre chose, de sujets, laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît, parce que moi, j'adore. Je sais qu'il y en a plein qui sont adeptes aussi, parce que quand il était au local, il y avait les jeudis de Charles. Et là, il nous parlait de l'histoire de l'ésotérisme. C'était juste génial. Et il fallait faire période par période. On n'a pas pu finir, mais bon, je désespère pas qu'on arrive à finir. Donc, si vous voulez qu'il nous parle d'autres sujets, évidemment, moi, je voudrais bien qu'il nous parle de Blavatsky, Steiner, plein de choses comme ça, plein de personnes qui ont été très importantes dans l'ésotérisme. Je sais qu'il nous en parlerait super bien. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, mettez-les bien en commentaire, je les noterai, on en parlera ensemble. Et on pourra comme ça se refaire des petites causeries avec Charles, vous comprenez pourquoi on l'appelle le médium encyclopédiste. Je vais trop te laisser la parole, je ne suis pas sûre, tu as fait ta conclusion, non? 3 minutes. Là, ce n'est pas la conclusion. Par rapport à un sujet que tout à l'heure j'ai relevé, c'est-à-dire que beaucoup de gens mettent la radiesthésie dans les TES. Alors, mettre la radiesthésie dans les perceptions extrasensorielles, ça voudrait dire que quand un radiesthésiste utilise un pendule ou utilise des différents outils pour faire de la recherche, c'est son cerveau qui réfléchirait à l'action. Alors qu'en réalité, on sait aujourd'hui que dans la radiesthésie, l'humain est juste la batterie. L'outil, c'est l'outil. Voilà, que ce soit le pendule ou que ce soit les baguettes, elles fonctionnent indépendamment de l'humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas les caser dans les PES. Voilà, c'est tout, c'était pour la conclusion, j'avais dit que j'en parlerais. Donc voilà, la radiesthésie est un domaine vraiment à part. Les radiesthésistes sont vraiment à part. On n'a pas besoin d'avoir des capacités hyper développées pour être un bon radiesthésiste. Il faut juste avoir un bon esprit critique, un bon esprit d'analyse et être capable de s'appliquer. Voilà. Et sur ce, j'ai fini. Et sur ce, bonsoir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, laisser des commentaires pour des sujets dont il pourrait nous parler. Voilà. Donc, vous avez bien compris pourquoi on l'appelle le médium encyclopédiste dans l'association. Ça, voilà. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le contacter. Pareil, si vous avez besoin de lui, il a sa page, je la mettrai en commentaire dessous, pas de souci. Après, dernière petite chose, donc toujours l'association a lancé la cagnotte Litchi pour faire vivre justement via Zoom toutes ces petites conférences en gratuit pour vous. On mettra le lien aussi en dessous dans les commentaires. Et puis, bonne soirée. Et puis, à très bientôt. À très, très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, Charles.